Je prends la parole en deuxième lecture sur le projet de loi C11, loi sur la diffusion continue en ligne, que nous étudions actuellement au comité sénatorial des transports et des communications. Une trentaine de témoins ont déjà été entendus. Depuis que je suis au Sénat, je n'ai jamais vu un projet de loi qui suscitait autant de passion et de divergences de vues. D'un côté, plusieurs représentants du secteur culturel nous pressent d'adopter la loi telle qu'elle ou de la renforcer. De l'autre, comme l'a dit ma collègue de la DASCO, nos boîtes de courriel sont pleines de lettres circulaires de citoyens qui craignent pour leur liberté d'expression, pour leur liberté d'écouter et de regarder ce qu'ils veulent sur Internet. En ce qui me concerne, je ne crois pas que les droits et libertés des Canadiens soient menacés par ce projet de loi. Je reconnais toutefois que dans un contexte social et politique polarisé, où certains n'hésitent pas à diaboliser leurs opposants et à déformer leurs propos pour fouetter leurs partisans, certains mots sont devenus radioactifs. Le mot « algorithme », notamment. Des zones d'incertitude dans la loi et la réglementation à venir suscitent aussi des inquiétudes. Plus j'entends les doléances des parties prenantes à propos de C11, plus je réalise qu'il y a plusieurs débats qui s'entrecroisent. Contrairement à certains projets de loi plus simples, la situation ne se réduit pas simplement à un camp pour et un camp contre. À la base, le projet de loi C11 est un exercice d'ajustement. Il s'agit en effet d'ajuster la politique canadienne en matière de radiodiffusion au nouveau contexte technologique. Autrefois, la diffusion de musique et d'émissions audiovisuelles se faisait par les radios et télévisions traditionnelles, qui détenaient des licences, qui étaient assujetties à plusieurs règles, incluant les fameux quotas. Le gouvernement pouvait ainsi s'assurer de soutenir nos artisans et de mettre en valeur nos artistes et la diversité culturelle au pays. Aujourd'hui, on le sait, une part importante des Canadiens consomment de la musique et des émissions sur des plateformes en ligne, souvent étrangères, qui ne sont sujettes à aucune réglementation. Pour la première fois au Québec l'an dernier, les abonnements aux plateformes en ligne ont dépassé les services traditionnels de télédistribution. 71% des adultes québécois sont abonnés aux services payants de visionnement en ligne. C'est beaucoup. La même tendance s'observe du côté de l'écoute musicale, qui se déplace rapidement vers les plateformes de diffusion en continu, où seulement 8% de la musique écoutée par les Québécois est francophone. Le résultat, bien sûr, c'est que nos artistes perdent en visibilité et que le gouvernement n'a plus les moyens de mettre en valeur la culture et les contenus canadiens, incluant ceux d'expression française, autochtone ou d'autres groupes minoritaires. Dans le Far West des plateformes numériques, ce sont les plus gros joueurs qui dictent les règles du jeu. Et comme on le sait, les plus gros joueurs, ce sont des entreprises américaines. Face à cette nouvelle réalité, deux approches sont possibles. La première consiste à laisser faire et à prétendre qu'à l'aide d'Internet, l'État n'a plus de rôle à jouer. Le gouvernement ne pourrait plus réglementer quoi que ce soit. Il faudrait ainsi laisser mourir à petit feu le cadre réglementaire à mesure que le public se déplace vers les plateformes numériques. Au bout du compte, d'ici quelques années, les émissions et la musique consommées par les Canadiens seraient déterminées uniquement par les lois du marché. Le problème de cette approche, c'est qu'elle abandonne la défense des valeurs de l'identité culturelle du Canada au profit des géants du Web. YouTube et TikTok sont venus réaffirmer hier soir en comité que le modèle d'affaires qui a fait leur réussite est parfait. Ainsi, leur message est simple. Ce qu'ils appellent leur sauce magique fonctionne. Et la preuve est que des YouTubeurs et des chanteurs canadiens ont du succès. Au-delà de ces généralités, toutefois, on obtient bien peu d'informations. Quel pourcentage d'écoute obtiennent ces artistes canadiens? Comment est-ce réparti entre les artistes, le type de contenu et à travers le pays? YouTube n'a aucune statistique précise à nous fournir. En fait, YouTube ne s'intéresse réellement pas à la provenance des créateurs, puisque, dit-elle, nous vivons dans un monde global. Il faut donc les croire sur parole et espérer pour le mieux. Mais la survie de notre culture francophone ne peut dépendre d'un ou deux artistes à succès, comme Charlotte Cardin et Cœur de Pirate, dont on répète les noms ad nauseam. Il faut pouvoir en découvrir et en entendre d'autres. La deuxième option, celle que propose C11, repose sur un compromis.
Elle consiste à intégrer les nouvelles plateformes dans le cadre réglementaire canadien, mais d'une manière différente des diffuseurs traditionnels. Les plateformes devront contribuer financièrement à la production de contenu canadien et devront mettre en valeur le contenu canadien, mais elles continueront d'offrir à la carte une programmation riche et diversifiée. Et le CRTC aura la tâche complexe d'adapter les règles à chaque joueur étranger. Je dis bien chaque joueur étranger, c'est ça la promesse. Je serai franche, ce sera une entreprise titanesque. Je crains que le CRTC soit débordé. J'appuie personnellement les grandes orientations du projet de loi C11. Les Canadiens conserveront le meilleur des plateformes numériques, c'est-à-dire la liberté d'écouter et de regarder ce qu'ils veulent, selon leurs préférences, tout en donnant une chance à nos artisans de trouver leur place et leur public dans ce nouvel écosystème de diffusion. Mais comme c'est souvent le cas, le diable est dans les détails. À ce titre, voici quelques enjeux centraux. Le projet de loi délègue beaucoup de pouvoir au CRTC pour fixer les règles applicables aux plateformes en ligne et mettre en œuvre la politique canadienne en matière de radiodiffusion et de culture. Il aurait été préférable, et nous sommes plusieurs à le penser, que le gouvernement publie dès maintenant ses directives au CRTC. À l'heure actuelle, on a un peu l'impression de devoir signer un chèque en blanc. Parmi les questions fondamentales sur lesquelles le CRTC devra se pencher, on trouve la question centrale du contenu canadien. Comment le définir aujourd'hui? Faut-il donner préséance à certains critères sur d'autres? Faut-il se concentrer sur le sujet, sur les artisans ou sur la propriété intellectuelle dans les œuvres? Ce sera justement au CRTC de revoir cette définition cruciale. L'enjeu de la découvrabilité a fait couler beaucoup d'encre, ou devrais-je dire monopoliser beaucoup de bandes passantes. Le texte de la loi réfère 2 fois seulement à la découvrabilité et ne donne pas davantage de détails. Comment se fera la découvrabilité des contenus canadiens sur les plateformes numériques? Suffit-il d'en faire la promotion, sans affecter les algorithmes ou le choix des auditeurs? Quelle sera la différence entre les obligations d'écoute effectives et les quotas du régime traditionnel? Beaucoup de questions se posent. Par exemple, au cours de nos brèves audiences en juin, j'ai demandé au président du CRTC comment il allait s'assurer de la découvrabilité des contenus canadiens sans intervenir dans les algorithmes. Il a répondu que ce sont les plateformes elles-mêmes qui allaient devoir modifier leurs algorithmes pour atteindre le résultat attendu, c'est-à-dire que les utilisateurs au Canada consomment davantage de musique et d'émissions canadiennes. Cette réponse, vous vous en doutez bien, comme l'a dit d'ailleurs ma collègue, a choqué ceux qui suivent les audiences de près. Pour eux, il y avait là une preuve que les algorithmes devront être modifiés, même si le projet de loi stipule que le CRTC n'a pas ce pouvoir. En vertu de C11, le CRTC n'est pas autorisé, je cite, à prendre une ordonnance qui exige l'utilisation d'un algorithme informatique. Là-dessus, précisément, je pense que le débat est tellement polarisé qu'il est difficile d'y voir clair. Par exemple, YouTube et TikTok affirment que sans toucher à leurs algorithmes, ils consacrent déjà beaucoup d'efforts à la promotion des créateurs canadiens, que ce soit des subventions, des programmes ou le partage de revenus. Ils se vantent de leurs efforts et des succès de certains artistes canadiens. Alors, pourquoi s'inquiètent-ils de C11, puisqu'ils auront le choix des moyens pour obtenir des résultats en termes d'écoute canadienne? Serait-ce parce que seuls les algorithmes ont réellement le pouvoir d'influencer les habitudes des usagers de ces plateformes? La logique des algorithmes est simple. On offre au client uniquement du contenu qui ressemble à ce qu'il a déjà entendu, pour le garder à l'écoute. Mais dans un univers nord-américain très majoritairement anglophone, comment peut-on espérer que les contenus culturels minoritaires, qu'ils soient francophones ou autochtones, soient spontanément recommandés? Comment croire que les algorithmes mathématiques s'intéresseront à l'exception plutôt que la règle? Une autre distinction s'applique. Pour les artistes du Canada anglais, le terrain de jeu est planétaire. Pour les artistes québécois francophones, toutefois, le principal marché est d'abord celui du Québec. Ces artistes créent dans une belle langue, mais minoritaire. En déclarant les algorithmes hors limite, comme le souhaitent les plateformes,
Sommes-nous en train de céder sur l'enjeu principal et d'abandonner la culture et les artisans canadiens face au rouleau compresseur des géants américains? Mais en intervenant dans les algorithmes, on risque de nuire aux artistes moins connus que nous voulons soutenir, car ils pourraient être déclassés par le système en place si les clients refusent la dite recommandation. C'est tout un paradoxe. Personnellement, je suis d'avis que les joueurs étrangers qui sont sur notre marché ont la responsabilité de trouver des solutions novatrices pour qu'on puisse se reconnaître dans cette marée de contenu planétaire. Je comprends que ça les bouscule, qu'ils ne veulent pas perdre d'usagers, mais rappelons-nous que les radiodiffuseurs canadiens sont soumis à une réglementation bien plus lourde et rigide quant au contenu canadien. Il faut aussi être conscient que nous ne pouvons pas nous baser sur ce que les autres pays font dans ce domaine. Cet aspect précis du projet de loi, c'est-à-dire l'idée d'exiger que des plateformes comme Spotify, YouTube et d'autres fassent découvrir des œuvres canadiennes, c'est une première mondiale. Ça ne s'est jamais fait ailleurs. Plusieurs y pensent, mais le Canada est le premier pays à tenter la chose. On nage donc dans l'inconnu. Une autre question qui suscite bien des débats concerne les médias sociaux, en particulier YouTube, qui propose à la fois du contenu téléchargé par les usagers et des contenus commerciaux. Je pense qu'il est possible de clarifier davantage dans le texte de loi ce qu'est un contenu commercial afin de rassurer les créateurs de contenu. Évidemment, même si le projet de loi C11 vise la mise en valeur de la culture et de l'expression artistique canadienne, il comporte plusieurs dimensions économiques. À ce sujet, les débats sont portés par beaucoup d'organisations canadiennes, producteurs, diffuseurs, syndicats. Il y a parmi les multiples demandes de modification au projet de loi un mélange d'intérêts corporatistes, protectionnistes et autres. Par exemple, les producteurs indépendants veulent garder l'avantage qu'ils avaient depuis 30 ans dans la loi de la radiodiffusion, c'est-à-dire qu'on fasse appel en priorité à eux. Inversement, les radiodiffuseurs voudraient que leur propre boîte de production soit traitée comme des indépendants. Dans ces cas, il ne s'agit pas nécessairement de favoriser plus ou moins de contenu canadien, mais de privilégier certains joueurs et de modifier le rapport de force. Ces querelles entre les joueurs canadiens empêchent la création d'un front commun. Au-delà des enjeux plus spécifiques, le projet de loi C11 fait aussi ressortir et parfois s'opposer des visions politiques, culturelles et économiques divergentes. Je regarde mon collègue, le sénateur Roussakos, et nous avons ces divisions. Dans le nouveau marché culturel global, où les créateurs du Canada ont accès au monde entier, mais se retrouvent aussi en concurrence avec lui, faut-il chercher à protéger nos créateurs de cette concurrence ou simplement les aider à se démarquer? Est-il possible de donner une chance à nos créateurs, artistes et artisans, sans contraindre indûment les choix et les préférences du public canadien? Je n'ai évidemment pas toutes les réponses. Et même si je suis d'accord avec le fait que le Canada cherche à protéger sa souveraineté culturelle, y compris la culture francophone, mon devoir est d'évaluer si ce projet de loi peut être amélioré et comment. Personnellement, je demeure convaincue que la culture n'est pas une marchandise comme les autres et qu'elle mérite un soutien important des États, particulièrement quand il s'agit d'une culture minoritaire comme le français en Amérique du Nord. Je suis extrêmement inquiète des tendances de fond au Québec, notamment en matière d'écoute musicale. Nous ne pouvons pas abdiquer toute notre souveraineté culturelle et notre identité nationale aux algorithmes et aux forces du marché. Ce serait une forme de suicide culturel à moyen terme, résultant d'un aveuglement volontaire face à la réalité du déséquilibre des forces en présence. En ce sens, je considère que le projet de loi C11 vise un objectif politique légitime. Cela dit, il faudra trouver des compromis et des solutions modernes qui permettent aussi de répondre aux désirs des Canadiens et des Québécois de participer et de consommer des produits culturels du monde entier sans limiter indûment leur choix. La défense et la promotion de notre identité distincte est plus légitime et d'actualité que jamais. Mais nous ne pouvons pas espérer un retour vers le passé, à une époque où la disponibilité des contenus culturels était strictement encadrée. Notre défi consiste donc à trouver le bon équilibre. Merci.